Et même si la personne a une personnalité en elle-même qui est un peu cabossée, qui est un peu fragile, et que tout ça ressort dans sa prise de parole, je trouve ça 1000 fois plus éloquent que juste un très beau discours qui est un discours de façade. Chers cryonistes, bonjour. Au travers de cette vidéo, je vais aborder le sujet de la prise de parole en public. C'est un dilemme pour beaucoup de personnes qui sont de nature timide, introvertie, mais également une force pour ceux qui arrivent à le surmonter. Pensez-vous qu'être à l'aise à l'oral est une force pour vos relations professionnelles et privées ? D'ailleurs, pensez-vous que c'est un frein de ne pas savoir s'exprimer à l'oral pour s'émanciper dans la société ? Donnez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Avec moi autour de cette table, vous pourrez écouter un avocat spécialiste de l'art oratoire, également une jeune étudiante en sciences politiques, présidente de l'association d'éloquence l'IEP Olemo, et enfin, un jeune lycéen de 15 ans, très timide et qui a du mal à s'exprimer à l'oral, qui fait partie de l'association La Rêverie, qui lutte pour l'égalité des chances en banlieue. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter pendant que vous la regardez, à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Chers cryonistes, je vous emmène au cœur de la prise de parole en public. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Au cœur sur la prise de parole. Maître, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quoi pour vous c'est aussi important d'être à l'aise et de savoir prendre la parole en public ? Alors je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat et j'enseigne la prise de parole en public. Je crois que c'est très important parce que la prise de parole en public, d'abord, c'est quelque chose de quotidien qu'on est amené à faire de façon récurrente. C'est aussi important parce que inévitablement, on est aussi jugé socialement sur la façon que l'on a de parler en public. Et je pense que c'est très important aussi parce que c'est une façon de communiquer avec les autres nos émotions, nos convictions, nos sentiments, nos révoltes, nos aspirations, et que donc c'est un vecteur de la vie sociale. Ilan ? Je m'appelle Ilan, j'ai 15 ans, je suis dans un lycée qui s'appelle Pablo Picasso, dans le Val-de-Marne. Je suis venu ici pour pouvoir essayer d'apprendre à mieux parler et à moins être réservé, je sais pas comment. Noah ? Du coup, moi c'est Noah, j'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis coprésidente de l'association d'éloquence de Sciences Po Bordeaux qui s'appelle Olemo. Et pour moi, la prise de parole, c'est absolument essentiel parce que c'est la représentation même de la confiance en soi dans la société et c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans la vie un maximum, que ça soit dans les études, dans les entretiens et dans les éléments et les moments vraiment importants qui nous feront évoluer au cours de notre vie. Et maître, est-ce que vous avez toujours été à l'aise de prendre la parole en public ou vous l'avez appris au fur et à mesure de votre jeunesse ? Je l'ai appris au fur et à mesure, non même pas de ma jeunesse, mais de mon âge adulte. Parce que quand j'étais à l'université, et encore moins au lycée, j'aurais participé à des activités d'oratoire. C'est vraiment quelque chose pour lequel je n'avais aucun goût. Et j'étais extrêmement timide et je n'aurais jamais participé à des concours d'éloquence ou de plaidoirie comme maintenant il y en a beaucoup à la fois dans les collèges, les lycées, les universités. En réalité, moi j'ai commencé à m'intéresser à la question de la prise de parole en public. J'étais déjà avocat. J'avais envisagé d'exercer le métier d'avocat de façon non plaidante, comme beaucoup d'avocats le font d'ailleurs, dans la rédaction de contrats ou de transactions, etc. Et je m'apercevais qu'il me manquait quand même une dimension dans mon métier et d'une façon générale dans ma vie. Et donc j'ai participé à des concours d'éloquence pour m'exercer. Le barreau permet cela aussi, mais c'est pas du tout quelque chose qui était ni naturel ni précoce. Vous étiez plutôt réservé ? Ah oui, mais comme la plupart des Français en réalité. On n'a pas du tout, en tout cas dans ma génération, c'est moins vrai pour vous, mais on n'avait aucune éducation à l'oralité au collège et au lycée. Toi, Noah ? Alors c'est très intéressant parce que moi, à l'inverse de Bertrand, du coup, c'est complètement l'inverse. J'ai toujours baigné dans cet aspect vraiment de la prise de parole. J'ai été éduquée dans la confiance en soi, dans le fait de prendre la place. Je peux dire que j'ai toujours été complètement à l'aise avec l'oral, avec la prise de parole. J'ai toujours adoré ça. Donc je pense que j'ai évolué forcément comme n'importe quelle personne en fait qui va évoluer dans sa prise de parole. Mais de base, j'avais quand même une structure qui était posée. Voilà. Et toi, Ilan, est-ce que tu arriverais à expliquer pourquoi tu es timide ? Est-ce que tu penses que ça vient de ta nature ou est-ce que tu as vécu quelque chose qui t'a rendu comme ça ? Non, moi je pense plus que ça vient de ma nature, même si des fois j'essaye de faire comme si je n'étais pas timide, c'est compliqué. Et c'est surtout parce que j'ai pas été vraiment exposé à, par exemple, aller parler à l'oral dans la classe ou des trucs comme ça. Moi je suis tout le temps réservé. T'es pas celui qui lève la main pour Ouais. participer ?
Et comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de tes camarades qui, eux, sont peut-être plus à l'aise à l'oral, certains, ceux qui participent? Est-ce que tu te dis, ah, j'aimerais bien être comme eux? Ou à l'inverse, tu te dis, ah, comment il fait? Ou je sais pas, comment tu le... Je me dis plus, j'aimerais bien être comme eux. Je sais que je suis capable et que quand je suis en classe, par exemple, cette année en seconde, c'était un nouvel environnement pour moi parce que j'ai quitté toute ma zone de confort. Et du coup, c'était avec des nouvelles personnes. Tout le monde est venu vers moi. Moi, je suis allé vers les gens. Et à partir de ça, ça m'a rendu un peu moins timide avec la classe. Et on a fait qu'un seul oral pour l'instant. Et il s'est bien passé. Et voilà. Ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on te donne dans la classe assez d'occasions de le faire? Non. Parce que, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que si tu fais la démarche toi-même, c'est une chose, mais il faut aussi qu'on te propose des situations de prise de parole en public. Or, moi, quand j'avais ton âge, on n'en proposait absolument pas. On faisait un concours de récitation, on faisait un exposé, mais c'est pas de la prise de parole au sens de la spontanéité, de la conviction, d'essayer de partager des idées qui te sont propres, ou des sentiments, ou des aspirations. Et donc, est-ce que tu as le sentiment que dans la classe telle que tu la vis aujourd'hui, on te donne des opportunités pour le faire? Non, pas plus que ça. Et quand tu dis on a fait un oral, c'était quoi? C'était un peu un oral. Et sur les 5 dernières minutes, c'était un débat. Et pendant ce débat, j'ai pas tellement participé que ça. J'ai juste dû dire 2 phrases et... Mais est-ce que tu aurais aimé participer parce que tu avais des choses à dire et c'est juste que tu n'osais pas ou c'est vraiment que le sujet t'intéressait pas? J'aurais aimé participer, si j'ose pas. Et c'est pareil, des fois, quand je lève la main, j'ose pas, j'espère qu'elle m'interroge pas, même si je sais que j'ai la bonne réponse, parce que j'aime pas trop parler. Et avec tes amis, tu es plutôt à l'aise une fois que tu as confiance en eux et qu'ils ont confiance en toi, ou tu es toujours timide avec eux? Non, je suis à l'aise. Avec eux, ok. Donc c'est vraiment une question t'as besoin d'avoir confiance avec les gens qui t'entourent pour être vraiment, vraiment toi-même. Oui. D'accord, intéressant. Ouais, il y a 2 choses en fait. Il y a à la fois le syndrome du passager clandestin. C'est-à-dire qu'on a tellement peur qu'on veut juste disparaître et dans la masse et ne pas se singulariser. Et puis après, il y a la question du contexte. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, la parole, elle est éminemment contextuelle. Si tu es avec des gens dont tu ne crains pas le regard, il n'y a pas de difficulté. Et c'est pour ça qu'on dit la prise de parole, ça fait peur. Mais en réalité, c'est très quotidien. Tous les jours, on prend la parole. Simplement, c'est une question de contexte. Et en fait, la prise de parole, elle fait peur parce qu'on s'imagine des choses dans le regard de ceux qui nous écoutent. Et on se dit, je vais être jugé, ce qui est vrai, mais je vais être mal jugé, ce qui n'est pas vrai, nécessairement. Et donc, il faut aussi se départir de l'idée que l'autre serait nécessairement malveillant, qu'il serait nécessairement un juge impitoyable, qu'il n'aurait que d'un intérêt, c'est de te voir te planter. Et donc, c'est quand même ça aussi, le grand malentendu dans la prise de parole publique, c'est partir du postulat que l'autre te veut du mal. Alors que pas du tout. La discussion, elle ne peut naître que si je te veux du bien. T'en penses quoi, toi, Noah? Moi, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis, le fait que le regard d'un public qu'on ne connaît pas, en fait, c'est l'inconnu. C'est tout ce qui est inconnu, ça fait peur. Et je pense que c'est ce qui va empêcher certaines personnes qui en plus parfois ont un profil qui est timide, de s'exprimer pleinement et en confiance. Et comme Bertrand l'a très justement dit, le fait d'être dans un espace où on se sent serein, où on se sent à l'aise, ça permet de délier en fait les langues. Je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est vrai, dans un groupe d'amis, vous n'avez pas... Alors, un groupe d'amis, si, mais je sais pas si ça justement. t'est déjà arrivé. Je suis assez à l'aise, personnellement, de parler à l'oral, mais souvent, je suis... quand je sais pas, je dois faire une conférence. Si je fais une conférence et je sais qu'il y a des gens auxquels je tiens qui sont dans la salle, je vais être encore plus stressée que s'il y avait que des inconnus devant moi. Ah oui, non, je parlais pas de ce côté-là. Je parlais tu l'aspect parlais être vraiment... dans un espace sain avec juste des gens, un espace serein avec juste des gens sereins. Ce moment-là où on va prendre la parole, on va pas du tout le voir comme une tare, on va pas le voir comme quelque chose qui est extrêmement stressant. Et évidemment, le regard des gens inconnus, le regard de personnes qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas plus proches de nous que ça, en fait, ça va peut-être nous stresser plus. Ça va être cet aspect de mince, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est pas des gens que je connais très bien, donc s'ils pensent quelque chose de mal de moi, je vais peut-être mal le prendre. Enfin, je pense que d'un côté, c'est un peu compliqué aussi de voir dans le regard de l'autre peut-être ses défauts, quand on bégaye sur des mots, quand on bute sur quelques phrases, etc. Ça peut être très dur pour des gens qui ont un profil qui de base est timide, qui de base est un peu réservé. Le regard de l'autre peut être dur. Moi, je le vois vraiment comme ça pour les personnes qui peuvent être réservées. Oui, mais quand tu dis, pardon, Cécile, mais quand tu dis, quand je vais parler devant des gens que je ne connais pas, ou qui sont susceptibles d'avoir une exigence supérieure à mon égard, j'ai plus peur. Mais je dirais, mais tant mieux
tant mieux parce que ça va te pousser aussi à donner le meilleur de toi-même. Ouais, Tu vois, c'est moi, sûr. quand je parle devant un juge, c'est pas pareil que quand je parle avec des collègues. Quand je parle devant un juge, en plus, il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler pour lui. Donc, il y a un enjeu dans la parole qui fait que cette peur-là, qui ne m'abandonne jamais, j'ai toujours peur, mais c'est une peur qui me stimule. Et donc, l'idée d'avoir peur, c'est pas forcément très négatif. Ah Il non, faut non, juste ça, que la c'est peur sûr. ne paralyse pas. C'est à Mais double elle peut tranchant. stimuler, elle peut être galvanisante pour te pousser à avoir une parole plus efficace, mieux calibrée, plus convaincante, plus persuasive. Donc je suis pas sûr que la peur soit quelque chose de nuisible. Ah non, c'est même essentiel, moi, je dirais, pour Moi, parler je à pense l'oral. que c'est à double tranchant. Je pense que tout le monde n'est pas capable de gérer la peur de la même façon. Et il y a des gens pour qui ça risque d'être justement nuisible, en fait. Il y en a beaucoup qui, en général, réussiront à utiliser cette peur et à la mettre du côté du positif et réussir à l'utiliser de façon à ce que, ça les, comme vous avez dit, que ça les galvanise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole, à qui ça peut justement nuire dans l'aspect stress, dans l'aspect angoisse de prendre la parole. Je pense que ça peut appuyer aussi ce côté-là. La parole, c'est précisément l'imperfection. Et la parole, c'est faire le deuil de la perfection. On n'est pas parfait, ni les uns, ni les autres, et on a le droit d'accrocher, on a le droit d'hésiter, on a même le droit de ne pas trouver ses mots, et puisque la parole est dans l'instant, contrairement à l'écriture, qui est quelque chose avec lequel on peut Réfléchir. raturer, on peut revenir, etc., la parole, à l'inverse, c'est une question de l'instant, c'est une question du moment. Et donc, le moment n'est pas compatible avec l'exigence de perfection formelle. Donc, je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes se dire que la parole n'est pas parfaite, qu'elle ne peut pas l'être, et qu'elle n'est même pas très intéressante si elle l'est. La parole, c'est d'abord quelque chose qui a des accros, qui a des imperfections et des hésitations. Sinon, on écrit. Donc, tu vois, quand tu dis j'y arrive pas parce que je me demande si ce que je vais dire, ça va être parfait. Mais il faut pas se demander si ça va être parfait. Si c'est parfait, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, en fait, la perfection, c'est un objet de vitrine. Alors tu le regardes, mais tu l'embrasses pas. Alors que, justement, ce qu'on attend dans la parole, tu vois, dans les juridictions, dans les procès, je sais pas si tu es déjà allé dans une salle de procès, en fait, ce qui est beau, c'est pas la parole des avocats. Parce que la parole des avocats, elle est parfaite, mais on est payé pour. Elle est parfaite, en tout cas, elle est codifiée. Mais ce qui est beau, c'est la parole des témoins qui ont vu, des victimes qui ont subi, des auteurs qui ont fait, parce que eux, ils ont une parole qui est complètement cabossée, mais qui est complètement authentique. Et en réalité, voilà, pour moi, la parole, elle est intéressante quand elle est authentique et sincère. Qu'elle soit belle formellement, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Ok. Tu vois, je pense qu'il faut juste faire le deuil de ça. Faut dire, ok, j'ai accroché, super, mais j'ai été moi. Ça me suffit. Ça m'arrange. Bah ouais. Non, tu vois, mais parce qu'on a ça. T'as une angoisse de performance. Et moi, je milite beaucoup pour qu'on arrête avec l'éloquence sur papier glacé. L'éloquence sur papier glacé, ça ne m'intéresse pas parce que ça inhibe et ça autocensure. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est pour ça que parfois je trouve que les concours d'éloquence donnent de la prise de parole une mauvaise image, parce qu'on a des trucs super léchés, super parfaits, c'est très beau, et vous regardez ça, et Justement, vous vous dites... vous évaluez comment les concours d'éloquence dans ce cas-là? C'est parce que si c'est pas une belle parole qu'il faut, vous évaluer quoi? Plutôt quelque chose qui vient profondément du Ah mais cœur? moi j'évalue, est-ce que je connais cette personne, est-ce que j'ai envie de la connaître encore plus? Voilà, c'est ça que j'évalue. Est-ce que vous la connaissez, c'est-à-dire? Est-ce que dans son discours, au-delà de ce qu'elle me dit, elle me révèle quelque chose d'elle-même? D'accord. Donc, Est-ce en fait, quelque chose qu'il y a qui des touche tripes? votre... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient du fond et elle me dit vraiment ce à quoi elle croit, ses aspirations, ses frustrations, ses révoltes, plutôt que de me dire des belles formules et des belles phrases? Voilà, donc c'est ça qui m'importe. C'est de connaître. Et même si la personne a une personnalité en elle-même qui est un peu cabossée, qui est un peu fragile, et que tout ça ressort dans sa prise de parole, je trouve ça 1000 fois plus éloquent que juste un très beau discours qui est un discours de façade. Ouais, qui touche pas du tout. Ouais. Ouais, bien sûr. Toi, tu serais capable de participer à un concours d'éloquence? Non. Non? Même si on te préparait avant, si on te... Ça pourrait l'être, mais j'en ai regardé un hier pour voir ça ressemblait à quoi. Et franchement, je trouvais pas ça beau. C'était trop bizarre. Enfin, je me sentais pas de faire ça. Vous conseilleriez à Ilan de faire un concours d'éloquence? Vous pensez que ça pourrait l'aider? Ou pas forcément? Moi, j'irais pas directement au concours d'éloquence. Personnellement, je pense que je commencerai
déjà être accompagné, trouver des organisations, des structures qui lui permettraient tout simplement de se sentir plus à l'aise. Genre, je pense que le concours d'éloquence, c'est pas du tout une fin en soi, c'est pas du tout une fin à la prise de parole, à la confiance en soi, en termes de discussion, etc. Je pense que le plus important, c'est avant toute chose de se sentir à l'aise avec soi-même et pas à l'aise pour le montrer aux autres. Il faut d'abord se sentir à l'aise avec soi-même quand on prend la parole, et ça passe par s'entourer de personnes qui peuvent nous faire avancer là-dedans. Et ça passe partout, c'est-à-dire qu'il y a des associations, il y a des organisations, des structures dans les lycées. Si on cherche bien, on peut essayer de trouver. Et je pense que déjà à partir de là, c'est un commencement. Et faire le pas, c'est conscientiser en fait qu'on est timide, qu'on a du mal. Mais c'est pas grave, on va y aller, on va avancer, on va tenter. Et peut-être que plus tard, peut-être que tu feras un concours d'éloquence. Et je te le souhaite si jamais tu as envie de le faire parce que c'est génial. Mais avant toute chose, prendre conscience et essayer tout simplement de prendre la parole, de tenter un peu avec soi-même. Je pense que c'est déjà une très grande réussite. Après, ça aide justement de se mettre un objectif de passer de quelqu'un de très timide à d'un coup faire un concours d'éloquence. Moi, j'ai vu ça personnellement dans mon entourage, quelqu'un qui était encore plus timide que toi. Hein. C'est-à-dire qu'ouvrir la bouche, c'était quelque chose d'inconfortable vraiment pour elle. Et elle a fait un concours d'éloquence. On avait été en finale toutes les deux à Zurich, parmi les 10 finalistes des lycées français étrangers. Et elle m'a bluffée, elle arrivait à occuper tout l'espace, alors que c'était quelqu'un, mais quand je vous dis que c'était être avec des gens, c'était insupportable pour elle. Et bien sûr, elle s'est entraînée, mais le fait qu'elle connaissait son texte, donc bien sûr, mais elle arrivait à mettre de l'émotion, limite à avoir les larmes aux yeux en parlant, parce que pour elle, c'était quelque chose de difficile. Et aujourd'hui, je dirais qu'elle est même encore limite plus à l'aise que moi à l'oral. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'éloquence ? D'abord, le mot n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on essaye de s'entraîner à la prise de parole en public ? Parce que dans ta vie, tous les grands moments passeront inévitablement par la parole. Tu vas faire un job, tu vas avoir besoin d'expliquer quelque chose à un collègue, à un client, à un supérieur hiérarchique, à quelqu'un dans lequel tu vas vouloir convaincre d'un projet associatif, etc. Donc, tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu as juste besoin de t'exprimer de façon simple, claire et convaincante. C'est tout. Le reste, c'est pas grave. On peut laisser ça aux gens qui aiment ça. Tu vois, nous, les avocats, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la parole d'un client, on l'écoute. Parce que la parole, c'est aussi l'écoute. Hein, parce que aussi, la parole, ça va bien, mais ça se nourrit aussi de l'écoute des autres. Donc on écoute les gens, ils nous disent plein de choses. Puis nous, notre rôle, c'est de faire un tri, de reformuler pour expliquer ça à un juge, de façon qu'ils le comprennent. Mais il n'y a pas, si tu veux, il y a autant d'orateurs que de personnes. Il n'y a pas un style. Et souvent, je trouve que le concours d'éloquence véhicule une sorte de forme unique, de modèle. Et c'est peut-être qui t'a mis mal à l'aise. Tu t'es dit, mais en fait, moi, j'aime pas ça. Mais tant mieux que t'aimes pas ça, parce que t'es pas lui. Donc c'est normal que t'aimes pas ce qu'ils fassent. Enfin, moi, il y a des gens, je déteste ce qu'ils font. Il y a des gens, j'adore ce qu'ils font. Mais en fait, c'est juste de trouver ta musique. À toi, quel est ton style ? Tu vas peut-être pas le trouver tout de suite, mais c'est pour ça qu'en réalité, dans la prise de parole, il y a deux choses. C'est un, écouter les autres, pas pour copier, mais pour s'inspirer. Et deux, essayer soi-même. Et tu parles beaucoup avec les gens, avec tes amis, avec tes proches. Est-ce que t'es quelqu'un qui parle beaucoup ou t'es quand même assez réservé ? Ça dépend avec qui. Par exemple, avec mes amis, on peut parler pendant 3 heures, 4 heures sans s'arrêter, parce qu'on est à l'aise entre nous et qu'on peut tout se dire, et qu'on se fait confiance. Alors que, par exemple, la famille, on ne sait pas comment ils vont réagir, par exemple, sur certaines choses qui sont passées dans notre vie. Et du coup, moi, c'est pour ça, avec la famille, quand il y a des repas de famille, trucs comme ça, je suis très, très dans mon coin. Et typiquement, tu le vis, là t'es en seconde, donc t'auras le bac donc dans 2 ans. Ouais. Et il y a un grand oral pour le bac maintenant avec les nouvelles réformes. Toi, tu stresses déjà pour ça ou pour l'instant, tu penses pas trop encore ? Non, pour l'instant, j'y pense pas trop, mais vu l'expérience que j'ai eue, je pourrais stresser, parce que au brevet, on a eu un oral. C'était un sujet sur les jeux vidéo, du coup c'était plus facile. L'oral blanc, il s'est bien passé, j'ai eu 95 sur 100, mais du coup ça comptait pas vraiment. Ensuite, le deuxième, j'ai fait la même chose, et justement c'est ça qui m'a pénalisé, parce que j'ai fait la même chose, et j'ai eu les mêmes profs en tant que jury. Du coup, ça a fait que ils voulaient que je fasse plus que ce que j'ai fait, et du coup j'ai eu 60 alors que j'ai fait exactement la même chose. Et du coup, c'est ça c'est ce qui fait que je me méfie et que j'appréhende un peu cette épreuve. Et vous en pensez quoi du fait qu'il y ait un grand oral au bac ? Parce que nous, on n'avait pas ça à notre... Non, effectivement, on n'avait pas ça, nous. Vous en pensez quoi, vous, maître ?
Ah bah, moi, je suis très favorable, évidemment. C'est symboliquement hyper important. D'abord, c'est important comme épreuve, mais c'est important pour tout ce que ça représente en amont de l'épreuve. C'est enfin la restauration d'un équilibre entre l'écrit et l'oral, non pas seulement au bac, parce que ça reste quand même 10% de la note, c'est pas non plus 50%, mais symboliquement, ça rééquilibre les choses. Ce que je regrette en revanche dans cette épreuve, c'est qu'elle ne corresponde à aucune matière. Enfin, c'est assez frappant de voir qu'on a une épreuve qui correspond à aucune matière. Il y a une épreuve de maths, il y a une discipline qui s'appelle les maths avec un prof de maths. Et là, il y a une épreuve à laquelle n'est attachée aucune discipline, aucun professeur dédié. Et donc chacun repose sur la bonne volonté des professeurs d'allouer quelques heures sur leur contingent à la question de ce grand oral. Donc je suis évidemment très favorable à cette épreuve parce qu'elle manifeste le rééquilibrage. Maintenant, ce que j'attends, c'est qu'à cette épreuve corresponde une discipline et donc des formateurs. Et je trouve ça trop dommage de se dire, d'avoir cette super idée, mais de ne la faire qu'à moitié. De se dire, on va les envoyer au charbon, mais on va pas les préparer pour. Et je pense que si on doit mettre un oral au bac, eh ben on doit mettre les moyens aussi pour accompagner, et on parle de nouveau encore d'accompagnement, de formation, on doit accompagner ces élèves-là. On doit les tenir par la main jusqu'à cet oral et leur dire ça se passe comme ça, tu peux faire comme ça et tu peux avoir confiance en toi parce que tu veux le faire. Et pas juste leur dire t'as un grand oral à la fin, faut que tu parles bien. Parce que c'est pas comme ça que ça comment fonctionne. tu rajoutes des heures de cours justement, en plus, justement, je profite de ce moment pour en parler. À Olemo, du coup, qui est l'association d'éloquence de Sciences Po Bordeaux, on a un dispositif qui s'appelle JPP-JV et un pôle lycée. Et en fait, on a tout un groupe de personnes qui sont membres de l'association qui interviennent dans les lycées de Nouvelle-Aquitaine. Alors, le but, c'est d'aller accompagner les lycéens dans la prise de parole, les accompagner dans la confiance en eux, à la fois pour les oraux du bac, parce que c'est inévitable, ça arrive, mais aussi pour les oraux des concours, parce que maintenant, beaucoup de concours font des oraux, que ça soit Sciences Po Bordeaux, Sciences Po, ou toute autre école qui est maintenant sur dossier avec oraux, etc. Et je pense que c'est essentiel d'avoir, si ce n'est pas les professeurs, si ce n'est pas les écoles, des organisations, des associations qui se mobilisent et qui accompagnent ces lycéens, qui les prennent par la main, qui leur disent « voilà comment ça se passe ». Il faut pas angoisser pour ça parce que nous on est là, on va vous accompagner et on va vous montrer. Et si, comme ils l'ont fait, ces lycées-là l'ont fait, si eux ne peuvent pas et n'ont pas le temps ni l'énergie, et ce qui est totalement compréhensible, les professeurs ils sont surbookés avec tout ça, c'est compréhensible, mais s'ils n'ont pas cette énergie, il faut qu'ils la cherchent chez des personnes qui peuvent se permettre de le faire. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est accompagner ces élèves-là dans cette recherche de la confiance en soi, dans cette recherche de la prise de parole à l'aise, en fait. Vraiment, c'est hyper important. Voilà. T'en penses quoi, toi ? Tu penses que ça pourrait t'aider, ce style de programme d'accompagnement, ou pas forcément ? Oui, ça pourrait m'aider, mais c'est surtout... moi, c'est d'essayer, par exemple, de pratiquer en cours, qui pourrait aussi m'aider, parce que ça me permettrait d'être plus à l'aise. Et comme je suis plus à l'aise avec des gens que je connais pas forcément, ça peut être pareil pour un jury. Ouais. Du coup... Parfois, t'essayes de te forcer à participer et t'essayes de te dire, là, j'ai aucune envie, mais allez, je vais le faire, ou... Oui. Ouais, ça t'arrive ? Ça m'arrive, mais c'est très rare. Et t'es content après si, typiquement, la prof t'interroge et t'as la bonne réponse, t'es content de l'avoir fait ? Est-ce que t'es fier de toi ou... Oui. Ouais. Pour aller vers la fin de cette table ronde, quel conseil vous donneriez à Ilan aujourd'hui, juste là, voilà, pour qu'il petit à petit commence à être de plus en plus à l'aise ? C'est quoi, vous, la première étape ou le premier conseil que vous lui donneriez aujourd'hui ? Bertrand ? Moi, je vais te faire un petit jeu. Tu peux le faire maintenant, si tu veux, d'ailleurs. C'est un jeu qu'on peut faire tous les jours. Je te dis, tu fais tout seul, tu fais tous les jours. Tu vois, là, tu as un micro, c'est formidable en plus, et c'est parfait. Je ne dis pas qu'on va le faire maintenant, hein. Je te dis juste, tu peux essayer, on voit, ça marche pas. C'est un jeu que je fais beaucoup avec mes élèves, c'est la chronique radio. Tu vois, on est sur le crayon, on va faire le crayon radio. On va faire le crayon média, on va faire le crayon radio. Moi, j'adore la radio, je trouve ça formidable. Mais ça peut être le crayon télé aussi, hein, c'est pareil. On va prendre un fait dans l'actualité. Et avec ça, alors on va pas le faire avec le téléphone, mais tu peux le faire avec ton téléphone. C'est hyper révélateur. Le téléphone, c'est le juge de paix. C'est lui qui va te montrer tes hésitations, tes accros, quand tu vas dire, tu vois, du coup, par exemple. Alors, le du coup, c'est terrible parce que c'est vraiment la pollution verbale, hein, donc du coup. Donc, et le E aussi, bien sûr, hein, le E qui comble comme ça nos hésitations. Et tu vas faire 3 choses. D'abord, tu vas nous raconter cette histoire.
D'accord ? Parce que parler, c'est aussi raconter des histoires. N'hésitez pas à raconter des histoires, à incarner des choses. Parler, c'est pas juste de présenter des idées ou des concepts, c'est raconter des histoires. C'est hyper important le storytelling. Donc tu vas nous le raconter. Ensuite, tu vas nous dire, ça révèle ça. Si je prends un petit peu de hauteur, cette affaire, elle révèle un certain nombre de choses. Et puis après, je vais vous dire ce que j'en pense, moi. Tu vois ? Analyser, raconter, analyser, argumenter. Si tu fais ça un peu tous les jours, tous les 2 jours, tu vois, parce qu'en fait, tu l'as dit très bien, tu as peu d'occasions de le faire. Donc il faut que tu te crées à toi-même les occasions de le faire. Et donc, tu peux le faire tout seul, si tu veux, devant ta mère, si tu veux, devant... Moi, quand je plaide, souvent, mon meilleur juge, c'est les gens qui n'y connaissent rien. Je leur explique le dossier. D'abord, ça m'aide à simplifier les choses. Et c'est les premiers qui me disent « Mais ton argument, il est pourri. » En l'expliquant à quelqu'un d'autre, ça vient 1000 fois mieux. Mais voilà, mon petit jeu préféré, c'est ça. C'est je raconte, j'analyse, j'argumente sur un sujet d'actualité. Voilà, tous les jours. Ok. Un petit peu. D'accord. Tu veux essayer maintenant ou tu veux essayer chez toi plus Non, tard chez moi. C'est toi. Ok, très bien. Moi, je considère que la première étape de la prise de parole, tu l'as déjà effectuée. C'est-à-dire que tu as pris conscience et tu as déjà un peu essayé de le contrer finalement. Enfin, je veux dire, tu es là avec nous. C'est vrai que déjà le fait d'être là. Et prendre conscience, pour moi, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience que dans la prise de parole, on n'est pas très à l'aise, on a du mal, on est timide et qu'on on se conforte dedans, on n'avancera jamais et on n'évoluera jamais. Et la première étape, tu l'as déjà effectuée, c'est-à-dire que tu le sais. Et ça se voit que tu as envie d'évoluer, tu as envie d'avancer par rapport à ça. Et je pense que la seule chose que je peux te conseiller par la suite, ça va être de fonce vers les personnes qui peuvent t'accompagner là-dedans, qui peuvent t'aider là-dedans. Parce que au final, c'est avec les gens qu'on évolue dans la prise de parole. Forcément, c'est une discussion, c'est du langage, c'est en société qu'on avance. Et la prise de parole ne déroge pas à cette règle pour moi. Et je pense que tu devrais aller chercher ces personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent te faire avancer. Et en fait, elles sont pas si loin. Je veux dire, rien ne t'empêche d'aller voir, par exemple, ta professeure de MC et de lui demander des conseils. Lui demander à la fin de ton exposé comment est-ce qu'elle a senti ta prise de parole, qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Ça, rien que ça va te permettre, toi, de faire un état des lieux, de dire, OK, la prochaine fois, je pourrais peut-être faire comme ceci, comme cela, moins faire ça. Et petit à petit, tu vas évoluer dans ta prise de parole et peut-être, et je te le souhaite fortement, que tu vas prendre plus confiance et en ta prise de parole et en toi. Et puis, au final, tu finiras par avancer, rencontrer toujours plus de personnes qui pourront t'aider et éventuellement prendre très, très confiance en toi. Et je te le souhaite. Bon, merci à vous d'être venus aujourd'hui pour cette belle table ronde. Merci beaucoup à toi, Ilan, et bravo. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est une belle étape et... Puis donc j'espère que certains conseils de Maître Perrier et de Noah t'aideront. Mais c'est vrai, vraiment la première étape, c'est commence chez toi, même tout seul ou avec tes amis. Et c'est vrai que votre conseil était excellent. C'est vrai que entraîne-toi tout seul avec un téléphone. C'est vrai que ce conseil, j'aurais pas pu trouver mieux pour quelqu'un qui est timide. On va voir la chronique d'Ilan. Ouais, exactement. Donc merci beaucoup à vous et... Merci à toi, Ilan. Cet épisode de Hawker est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous au Crayon et lâchez aussi un petit commentaire. C'était Sixtine pour le Crayon.